Ok, bah merci beaucoup. Alors ma conférence c'est effectivement orientée content marketing et SEO, et c'est comment adapter une stratégie SEO qui s'intègre dans l'écosystème digital où le contenu est roi. Alors moi j'ai 20 ans de SEO, je suis vieille, on vient de le dire en introduction, et j'ai travaillé essentiellement en agence digitale, pure player, et en agence digital média, c'est-à-dire des agences digitales, une agence digitale intégrée à l'agence média, donc en omnichannalité, offline, online. Et je dois dire que ça a été ma dernière expérience la plus enrichissante puisque j'ai compris l'étendue de ce que pouvaient être les canaux d'acquisition, de visibilité sur le web dans un univers marketing où le offline est aussi présent. Donc je suis aujourd'hui indépendante. J'ai pris un virage lors du premier confinement parce que j'ai réalisé que j'avais besoin de donner plus de sens à ce que je faisais. Je suis un pur player du digital. Hein. Je suis pas née avec Internet. Donc je suis pas aussi vieille que ça non plus, faut pas déconner. J'ai eu à cœur de vouloir repartager ce que j'ai fait à mes débuts, retrouver la passion de mon métier, retrouver le goût du partage. Donc j'ai fondé un programme Digital Glow Up pour aider les femmes à entreprendre dans l'univers de la beauté grâce au digital, puisque moi aujourd'hui c'est le digital qui m'a tout apporté et notamment le SEO. J'accompagne une start-up Ubefone dans le domaine de la téléphonie cloud. Donc je les accompagne sur le développement de leur visibilité et le marketing. Et je gère également une filière au Digital College qui est une business school orientée bien évidemment digital, mais accessible pour tous. Donc je dirais que j'ai repris un petit peu le pouvoir sur ma vie en partageant ce que je sais de mes connaissances avec beaucoup d'humilité puisque j'apprends tous les jours. Et enfin, je suis formatrice et consultante. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Moi, je suis en général très accessible, même si pas trop de temps, je fais en sorte de toujours répondre. Très bien. On va commencer par le départ, hein, le démarrage, parce que je pense que bien nommer les choses, c'est savoir de quoi on parle, c'est savoir quoi on peut vendre, et c'est aussi savoir où on se situe. Donc, pourquoi j'ai parlé d'écosystème digital? C'est parce que il y a un modèle aujourd'hui qui est commun à toute entreprise qui souhaite bien faire du business, exister tout simplement, quel que soit son univers. C'est la notion de paid, earned, shared, owned. Donc le modèle PESO. Donc, comme vous pouvez le constater, vous allez retrouver des notions qui sont très propres au SEO, comme l'optimisation des contenus, comme l'acquisition de liens, comme les partages. Et dans ces différentes sphères, donc en média, c'est tout ce que je vais pouvoir produire moi en tant que marque, mes études de cas, mes sites internet, tout ce qui est mon contenu à moi qui vient de chez moi et qu'on va dire qui est gratuit puisque c'est moi qui vais le produire et c'est pour ça que c'est le hound, ça vient et ça provient d'une marque. Ensuite, on va voir tout ce qui est paid. Là, je vais payer, donc je vais payer pour promouvoir tout ce que j'ai produit, donc que ce soit mes contenus, mes fiches produits, ma paie, tout ce qui va concerner en fait ce que j'ai à l'intérieur de mon entreprise et que je vais promouvoir. Donc c'est le paid media. On va retrouver ensuite le earn, et dans le earn, on va retrouver tout ce que je vais gagner en termes de business, visibilité, en termes de capacité à promouvoir ma marque sur les moteurs, sur les réseaux, à la télé, en presse, en radio. Donc, on va se retrouver dans la partie earn. Et puis, on va voir tout ce qui est shared. Donc, ma capacité à partager, à faire en sorte que mes contenus soient partagés, à ce qu'on parle de moi. Donc, on va retrouver l'influence, les partenariats, le social media. Et donc, les croisements de l'ensemble de ces cercles, en fait, on va retrouver des points de connexion. Et dans ces points de connexion, il y a au centre, bien évidemment, une marque, un produit, une stratégie, mais aussi des contenus. Et le SEO, c'est aussi du contenu. Donc, ça fait 20 ans que je milite quand même au sein des directions marketing pour leur dire que nous ne sommes pas la fameuse dernière roue du carrosse. Nous sommes complètement intégrés dans ce système et dans cet écosystème. Alors, la définition selon Google du référencement naturel, je vous assure, j'ai tapé définition référencement naturel dans Google. J'ai pas trouvé une définition universelle. Voilà, où on dit voilà, le référencement naturel, on est tous d'accord pour dire que c'est ça. Alors, Google, lui, nous donne la sienne. Le Search Engine Optimization désigne le processus d'optimisation des sites web pour les moteurs de recherche.
Ouais. Il dit pour les moteurs de recherche. Nous, moteurs de recherche Google, on vous a donné la définition. Moi, je suis pas. Il manque des éléments dans cette définition. Donc moi, j'ai pas une définition, mais j'ai une déclaration, une vraie déclaration d'amour. Le référencement naturel, c'est l'ensemble des techniques, méthodes d'optimisation d'un site internet, dont l'objectif est de générer du trafic ciblé, gratuit, depuis les moteurs de recherche, afin de recruter des visiteurs qualifiés. Et j'insiste sur le sujet puisque faire du référencement pour les moteurs de recherche, c'est faire du référencement pour Google et on perd toute la dimension marketing du search engine marketing et donc de l'optimisation, sa visibilité sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire le lien avec la finalité, donc les visiteurs qu'on a envie de générer. Si on investit autant de temps en référencement naturel dans une discipline qui change tout le temps, qui est très obscure, on va pas se mentir, c'est pour générer du business, c'est pour vendre, c'est pour générer de l'action, c'est pour gagner de l'argent. Donc, moi, je suis très crue, j'ai pas peur des mots. Donc, bien sûr que le visiteur qualifié va être essentiel. Faire du référencement pour Google, je sais pas qui ça intéresse en l'occurrence et en réalité. Donc, ce qui est vraiment intéressant de garder en tête, c'est pour les utilisateurs. Et il y a effectivement tout un ensemble de techniques et de méthodes pour faire en sorte de ressortir sur les moteurs de recherche. Donc c'est une discipline qui nécessite de faire de la veille en permanence. Pas de bras, pas de chocolat, pas de veille, pas de SEO. Et la bonne nouvelle, c'est que on a quand même une base de ces critères qui n'ont pas changé depuis que le référencement existe, depuis que Google existe. Les fondamentaux sont toujours les mêmes. 80% des critères sont identiques. Et dans les fondamentaux, on va retrouver des critères techniques, des critères liés au contenu et des critères liés à la popularité. On est aujourd'hui accueilli par Links Garden, hein, qui est une société qui génère des liens. Donc la dernière brique, elle est essentielle. Donc on les a regroupés selon ces 3 grandes catégories et on a une pluralité des acteurs dans le domaine du SEO qui sont techniques, qui sont très contenus, qui sont très liens. Mais tout est interconnecté. Si on a un écosystème digital, on a un écosystème autour du SEO. Et c'est pour ça que c'est la discipline la plus riche. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui réussir en référencement naturel, même si on s'appelle pas Coca-Cola, si on a bien compris comment fonctionnait cette dimension d'acquisition de liens, eh bien, on peut aussi y aller. Si on a bien compris quelle était la dimension sémantique et ce qu'était la sémantique dans sa dimension technique, on peut également aujourd'hui ressortir dans les moteurs de recherche. Bref, il y a encore des opportunités, même si les résultats naturels ont tendance à diminuer. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Si on s'intéresse bien à la mesure d'audience et à toutes les notions d'acquisition liées à l'attribution et à la contribution, on verra que le SEO est systématiquement une des portes d'entrée, si ce n'est parfois la porte d'entrée qui amène le plus de conversions au plus faible coût d'acquisition. Et ça, c'est vraiment important. Alors, rapidement, comment le moteur opère? Il crawl des pages, il les indexe et il les positionne. Ça n'a pas changé depuis l'origine. Donc, la base d'un moteur de recherche, c'est de suivre des liens. Donc, et on ne peut pas ignorer ce fait-là. Pour avoir travaillé avec des agences, enfin avec des réseaux européens de SEO, en France, je dirais que nous avons la communauté la plus active au niveau des liens, au niveau de la popularité, et des compétences techniques quand même très très abouties. Sur le reste de l'Europe, ce que j'ai pu constater, c'est que le contenu était beaucoup plus important à leurs yeux. Les stratégies qui sont menées sont beaucoup plus avancées et donc je me réjouis de voir que depuis cette année, beaucoup de SEO commencent à véritablement s'intéresser à cette dimension éditoriale qui est très forte. Donc il y a un petit peu une croisée des chemins. Le reste de l'Europe va s'intéresser davantage à la technique quand nous, on va s'intéresser davantage au contenu. Alors, les objectifs à atteindre en référencement naturel, puisqu'on parle quand même de contenu, c'est que c'est un contenu, il est sur un site internet en général, c'est d'avoir ce que j'appelle le smart indexing. C'est vraiment l'objectif smart. Vous connaissez la définition. Là, c'est le smart indexing, c'est de n'avoir dans Google, parce qu'on ne va parler que de Google, 95% du trafic en France, 98 même, que les pages les plus pertinentes.
Tout simplement. Donc, moi, je compare un petit peu le SEO à un aiguilleur du ciel. C'est-à-dire que il va indiquer à Google où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il ne doit pas aller. Sinon, celui-ci va n'importe où, n'importe comment, et parfois on ne sait jamais. Donc, moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire certains tests. Un site internet peut prendre 15% d'augmentation de trafic par an sans rien faire, juste par le fait d'ajouter des contenus et d'en supprimer. Et ça, c'est une donnée importante. Ça veut dire que si on s'intéresse davantage à cette qualité de l'indexation et à faire en sorte qu'il n'y ait que des pages pertinentes et qu'on y accorde une attention, eh bien, ce 15% peut augmenter de manière mécanique. Alors, sur Google et partout dans le monde, le mobile first, c'est plus un mot valise. On prédit que dans 4 ans, le smartphone deviendra notre premier mode d'accès à Internet. Donc, on pourrait ne pas le croire, mais moi, j'y crois fortement. Je fais tout avec mon téléphone et c'est pour ça que j'ai choisi un très grand écran. Et je pense qu'on va y aller fortement. Donc, on ne peut pas aborder le SEO ou le digital sans vraiment se focaliser sur le mobile. Et il y a encore tellement de sites qui sont pas adaptés à notre navigation sur mobile que ça fait peur en réalité. Et c'est pour ça qu'en référencement naturel, on est très très avant-gardiste en fait sur ces sujets-là parce qu'on a des résultats immédiats. On peut constater immédiatement ce qui fonctionne d'un device à un autre sur de la recherche naturelle, donc de la recherche gratuite. On n'a pas besoin d'investir en publicité pour voir quel device fonctionne le plus. Alors justement, Google va dans ce sens de nos usages en réalité, c'est que c'est la version mobile qui est priorisée et qui est privilégiée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on utilise un mobile et que sur le mobile, on est des êtres humains. La moindre frustration nous agace. Nous sommes des cliqueurs compulsifs. Et là, avec l'usage de notre sens qui est le toucher, on est encore beaucoup plus rapide et notre connexion à notre cerveau est directe vis-à-vis de ce sens-là. Donc c'est pour ça que je vais parler d'expérience utilisateur, mais d'expérience humaine également. Alors en juin, nouveauté également, vous en avez certainement entendu parler, le Core Web Vital. Google va encore plus loin dans cette notion d'expérience utilisateur, c'est d'aller rechercher le signal, le temps, vraiment la le premier touch point entre l'utilisateur et la page web. Il va calculer ce temps et le comportement de l'utilisateur sur cette page. Alors on parle d'UX, de SXO. Enfin, alors, on peut tout critiquer. C'est très facile d'avoir la critique facile. SXO, peu importe. On a le droit aussi en SEO de faire un peu de marketing. On a le droit. Voilà. Donc le SEO intègre de toute façon par définition l'UX, puisque si on veut générer du trafic, c'est pour qu'il convertisse. Donc on est obligé de s'intéresser à ce qui va se passer sur la page d'arrivée, ce qu'on appelle la landing page. Et ce qui se passe sur une page d'arrivée, c'est d'amener l'utilisateur à convertir, à interagir, à agir. Et donc, on va s'intéresser à ce qui favorise la conversion. Donc oui, on va regarder est-ce que le call to action acheter ou viens acheter ou n'achète pas ou c'est pas cher, demande de devis, quel mot va être le plus impactant pour assurer la conversion. Oui, ça on est typiquement dans des notions qui sont pas forcément prises en compte d'un point de vue algorithmique, pas du tout. Donc moi, j'aime bien l'idée de dire que si on reste concentré sur ce que l'objectif de sa page est de travailler cette page d'arrivée avec un objectif clair, eh bien, on va allier à la fois le référencement naturel, le SEO, donc la dimension technique, la dimension éditoriale et la dimension UX, qui est un véritable métier. En vérité, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce métier-là, qui sont pas forcément très aguerris en référencement naturel, mais qui sont capables, voilà, d'apporter des recommandations au pixel près pour que l'utilisateur puisse facilement accéder à l'action d'acheter. Donc vous pouvez tester votre site, savoir s'il est, j'aime bien le mot vital, genre s'il va pas clapser, voir si les signaux qu'il renvoie sont pertinents et d'optimiser celui-ci en quelques actions. Alors, un chiffre qui m'a beaucoup frappé, je suis obligée d'en parler, c'est les recherches à 0 clic. 60% des recherches n'apporteraient aucun clic. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je suis à la fois étonnée mais pas du tout, puisque depuis que je fais du référencement, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que effectivement, on clique pas toujours, on va affiner sa recherche. Google nous dit c'est normal, on affiche notre recherche. Aujourd'hui, on est sur un mobile, on scrolle les SERP
comme on scrolle Facebook, comme on scrolle Twitter. On n'est plus du tout dans les mêmes contextes. Et donc, cette façon de consommer la SERP, donc les résultats naturels, c'est comme un feed. On consomme de l'information. Alors, les posts sont des titres et des descriptions, comme le sont un tweet, comme le sont une image et un texte dans Instagram, comme le sont les vidéos que je fais défiler sur TikTok ou sur Instagram Reels, sans qu'il n'y ait véritablement d'interaction, si ce n'est mon like et mon commentaire. On se retrouve un peu dans cette même expérience, même si on n'a pas la même intention derrière. Ou sur un TikTok, je vais être dans le divertissement, je vais apprendre des choses, et ou peut-être sur un moteur de recherche, oui, je vais rechercher parce que je vais taper un mot-clé, ça va. C'est moi qui vais rechercher le mot-clé. Donc, c'est intéressant de considérer qu'aujourd'hui, eh bien, il suffit de vous observer. Nous avons une autre façon de consommer l'information qu'elle n'était par le passé. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on ne clique moins, bien évidemment, parce qu'on a aussi accès à la recherche universelle avec des résultats qui sont directement intégrés dans la page de Google. Donc, je suis pas du tout étonnée en réalité. Je suis juste un petit peu surprise de l'argument de Google qui dit que oui, mais c'est normal, l'internaute il affine. Non, non. Si on passe des heures je crois que c'est par jour, on scrollerait l'équivalent de la Tour Eiffel en nombre de mètres. Oui, bah sur un moteur de recherche, sur un mobile, on peut aussi commencer à avoir cette même habitude. Alors, pour conclure, effectivement, en référence naturelle, on a toujours à peu près les mêmes étapes. On va toujours planifier, on va optimiser, puis on va entretenir. C'est un processus, c'est continuel. C'est pour ça que ça embête beaucoup. Enfin, ça embête. Pas dire que ça embête. C'est pour ça que c'est pas évident à appréhender pour certains directeurs marketing, puisqu'ils ont l'habitude d'avoir des plans médias qui leur disent exactement combien de personnes ils vont toucher, combien de personnes vont convertir. On peut leur faire des estimations. En référence naturelle, on a effectivement beaucoup de data, mais on n'est pas forcément sur des garanties de positionnement, des garanties d'augmentation de trafic. On n'est pas sur ces sujets-là, donc on est sur de la compétence de service et pas de l'achat média. Alors, on va rentrer maintenant en deep dive dans le content marketing, parce que j'ai défini dans les grandes lignes le référencement naturel et ses nouveautés. Et alors, qu'est-ce que le content marketing? Pareil, on va commencer par une définition qui est de Joe Pulizzi, le fondateur du Content Marketing Institute, qui est devenu multimillionnaire par le contenu en réalité. C'est quelqu'un qui a créé un blog, qui a commencé à parler de marketing, de contenu, de digital, et puis qui a commencé à générer de la visibilité sur les posts de ses blogs, et puis qui a commencé à générer de l'audience, puis qui est allé voir des partenaires, qui leur a dit voilà, moi j'ai une belle audience, j'ai 1000 inscrits à ma newsletter, est-ce que vous voulez sponsoriser ma newsletter? Ah oui, ça m'intéresse. Puis il a commencé à partager. Et il est d'un des content marketeurs qui est effectivement devenu multimillionnaire grâce au contenu uniquement. Donc le content marketing, c'est une approche marketing qui consiste à créer, distribuer, optimiser des contenus utiles, pertinents. Voilà, on se retrouve un petit peu en relation avec la définition du référencement naturel quand on parle de contenu, exclusif, cohérent, fiable, dont le but est d'attirer, acquérir et engager une audience ciblée pour la faire convertir. En gros, c'est des visiteurs qualifiés, donc qui convertissent, et là, c'est une audience ciblée, de manière rentable, puisque effectivement, l'investissement en contenu, c'est pas gratuit, et donc de manière rentable. Et ce qui n'est pas le content marketing, en revanche, c'est que c'est pas de l'inbound marketing. Voilà, l'inbound, c'est toutes les méthodes qui permettent d'attirer les visiteurs. On connaît HubSpot, par exemple, comme logiciel de marketing automation qui permet de distribuer les contenus pour attirer les visiteurs. C'est pas aussi du brand content, même si la frontière, encore une fois, on est en France, on se perd un peu dans les mots, et donc si on se perd dans les mots, c'est difficile après d'être cohérent vis-à-vis de son audience, c'est le cas de le dire en tout cas ici. C'est pas du contenu Lexomil, donc la chair à bouillie. Moi, j'appelle ça du contenu Lexomil parce que dès que je vois des contenus comme ça, je suis frappée, je m'endors. Moi, je veux tout de suite comprendre de quoi ça parle. Ce n'est pas non plus du spin, c'est pas de l'influence marketing, c'est pas du social media, c'est pas les partages. Ce n'est pas tout ça, en fait, le content marketing. On a tendance à tout mélanger. Non, le content marketing, c'est un ensemble de méthodes. Et ça s'adresse à la fois au B2B et à la fois au B2C.
Donc j'ai pris moi, je suis fan de foot, donc j'étais obligée de mettre à jour ma presse. On n'a pas à choisir entre ces deux joueurs. On peut les aimer tous les deux, même s'ils sont pas de la même équipe. Donc le B2B, on a beaucoup parlé du content marketing dans le B2B parce qu'effectivement, on a moins d'opportunités en B2B qu'en B2C. On n'est pas sur les mêmes actions. On a moins de support. On va plus produire de contenu. On va produire des études. On va produire des livres blancs. Voilà, si je veux acheter une paire de baskets, j'ai pas besoin de consommer un livre blanc sur la basket. Je veux acheter une paire de baskets. Donc la partie B2C. Non, le content marketing s'adresse véritablement aux deux types d'audience et de personnes, de business dans lequel on se trouve, B2B ou B2C ou même B2B2C. Ça arrive également. Alors, le brand content, c'est quoi au final? Si on en parle aujourd'hui en France, et certainement que vous en avez déjà entendu parler, c'est qu'il n'y a pas de réalité aux États-Unis déjà sur le brand content, qu'il y en a une en France et qu'on pense, en tout cas, que c'est la même chose et qu'on pourrait dire que c'est la même chose. Cependant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les agences médias et les plus grosses agences médias digitales en France, celles qui poussent et qui éduquent les plus gros annonceurs, le brand content, c'est des personnes qui sont en charge de promouvoir un contenu de marque sur des supports TV, presse, radio, aussi digital, cinéma. Donc voilà, on gère des besoins clients, on traite des offres, on fait des propositions d'action, de partenariat. Ce qui n'est pas du tout le cas du content marketing où, comme je l'ai dit en préambule, on va produire un contenu pertinent, utile, qui s'adresse à une audience très spécifique. Donc c'était intéressant pour moi d'aborder ce sujet-là et de se dire, si on se mettait un petit peu d'accord sur ce qu'on fait et quand on parle de contenu, de quoi on parle. Et le content marketing, c'est aux États-Unis en fait le marketing. C'est limite, on ne peut plus faire de marketing sans penser content marketing. Et dans la méthodologie de content marketing, je vous en propose deux, et celle qui est la plus propulsée, c'est celle de Joe Pulizzi, mais il y en a d'autres. Hein. C'est vraiment de partir du besoin utilisateur, de vraiment s'intéresser à des spots en lien. On parle d'avoir des bons spots. Les bons spots, c'est là où je vais placer mes liens et ça va être tout super intéressant. Et les spots où je vais identifier une niche. Je vais devoir accélérer. Je viens de me rendre compte que je passe trop de temps. Alors, les bons spots. Donc, ce que je disais, c'est identifier la bonne audience pour produire le bon contenu. Et 73% des marketeurs aux États-Unis utilisent les outils SEO pour produire leur contenu. Ça, c'est une donnée hyper importante. C'est des marketeurs, ils viennent pas du SEO, ils viennent pas de la technique, ils viennent pas du digital. Ils utilisent les outils SEO pour comprendre comment les gens recherchent, pour proposer le meilleur contenu et répondre à la meilleure intention et à la meilleure demande. En content marketing, on a certains trends aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il est intéressant de faire, c'est de prendre le mindset et de dire s'intéresser à l'audience, commencer par l'audience, à qui je m'adresse, qui je veux toucher. Les vidéos live et les webinaires ont explosé. Donc, c'est autant de contenu stratégique à partager, à promouvoir, à optimiser. On l'a dit, hein, on distribue les contenus. Chaque fois que vous prenez la parole sur le digital, sur Internet ou dans la rue, ou peu importe, enregistrez-le, filmez-le, prenez des photos. Tout ça, c'est du contenu. Voilà, il y en a partout en fait. Améliorer l'expérience utilisateur, c'est inciter l'utilisateur à interagir avec ce contenu. Le podcast et l'audio, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent de mesurer ce qui se raconte dans les podcasts et d'avoir des datas qui permettent d'alimenter sa stratégie de contenu pour produire encore une fois du contenu pertinent. La production par l'intelligence artificielle, j'en ai pas encore vu, je vous dis la vérité, mais c'est ce qu'on voit un petit peu aux États-Unis comme étant un trend qui est en train de se développer. Et puis surtout, un contenu, eh bien, on peut le repimper, le rééditer, le repartager, on peut le reformater, on peut le réécrire en réalité. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que on peut fructifier cet investissement en contenu. On n'est pas obligé de reproduire du contenu tout le temps. Noël, c'est toujours le 25 tous les ans. Donc, à un moment donné, il faut s'intéresser à ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir proposer un contenu à Noël qui sorte un peu de l'ordinaire. Parce que le top 10 des achats high-tech à se procurer à Noël, ça va.
Aujourd'hui, on peut peut-être s'intéresser à d'autres choses. Alors, si on produit un contenu, c'est pour le proposer aux utilisateurs, et ces utilisateurs, ils ont un parcours. Voilà, donc il y a un parcours classique, notoriété, considération, achat, service, fidélisation. On cherche effectivement dans cet écosystème digital à aller toucher l'utilisateur en fonction de ses touch points, de là où il se trouve, de ce qu'il est en train de faire, et donc pour une marque, d'investir sur de la préférence de marque, pour se faire connaître, ou d'actions directes pour recruter des clients, ou des événements. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs marketing pour aller toucher son audience en fonction de là où elle se trouve et de ce qu'elle est en train de faire. Donc nous, le référencement naturel, on va se retrouver effectivement dans la phase considération. Je génère pas de la notoriété avec le référencement naturel. C'est quand même assez compliqué puisque cela suppose que pour me trouver, les gens me connaissent déjà. Donc c'est vrai que c'est pas un levier qui permet de générer de la notoriété. En revanche, la statistique, c'est que sur un mot-clé, les 3 premiers résultats sont considérés comme étant les 3 sociétés, les 3, on va dire, marques les plus populaires sur la requête, ce qui est quand même différent de notoriété. Le contenu sur chacune de ces étapes, l'objectif est qui l'engage. Donc aujourd'hui, c'est une statistique qui est peut-être assez vieille, mais pour pouvoir convertir, un utilisateur, avant de convertir, il est exposé en moyenne à 10 contenus. Donc c'est intéressant, ça veut dire que si on fait de la vente en ligne, on peut pas se limiter à une page produit. On est obligé d'aller voir ce qui se passe avant la conversion et après la conversion. Donc c'est la raison pour laquelle les ambassadeurs, les influenceurs ont pris autant de poids aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont un petit peu court-circuité le parcours utilisateur, puisqu'ils ont généré leur propre audience par leur propre contenu et ils ont ainsi fait la promotion de produits qui ont amené directement à la vente. Si on produit du contenu, c'est du contenu qu'on peut aussi monétiser. Donc, c'est là où on va retrouver le terrain de jeu du display. Et tous ces sites qui vendent de l'espace publicitaire se sont aussi intéressés à l'anatomie d'un bon moment sur lequel poser une publicité. Et donc, effectivement, les motivations, c'est quelle est l'intention première qui pousse un utilisateur à consommer le contenu. En SEO, on va aller rechercher quelle est l'intention première qui pousse l'utilisateur à taper ce mot-clé-là pour identifier quel résultat je vais lui proposer. En référence naturelle, on génère du trafic. En content marketing, on veut attirer une audience. En réalité, on est sur le même système. J'attire du trafic, j'attire une audience. Mais je ne vais pas utiliser les mêmes actions. Donc là, vous avez le SEO et le content marketing intégrés. Donc au départ, j'ai toujours cette phase d'analyse des données. Donc à qui je m'adresse, qui sont mes clients, mes buyers persona, mon parcours client, quel est-il? C'est toutes les données qu'une entreprise elle peut avoir, et c'est essentiel. Alors j'ai l'impression d'être un peu, quand je dis persona, j'imagine ah ouais persona, super, bravo. Non, mais des vrais personas. Des personas, c'est à un moment donné prendre le téléphone, et appeler son client et lui demander pourquoi tu nous as choisi, et le faire sur 1, sur 2, sur 3, sur 100, et vous verrez qu'il y a une tonne d'informations que l'on peut récupérer qui va permettre d'affiner en réalité ce que l'on pense être de son audience et de sa cible. Donc moi je suis très pragmatique. Le revenir à des basiques parfois peut vous faire gagner beaucoup de temps, donc comme aller sur le terrain et pas juste rester derrière son ordinateur, et vraiment d'aller sur le terrain, confronter la réalité de ce qu'on peut observer avec nos data sur le digital avec la réalité de ce qui existe dans la vie réelle, puisque nous sommes quand même des humains derrière un ordinateur. On n'a pas encore notre puce connectée directement aux résultats de recherche, mais en tout cas ce que cherche Google, c'est de se connecter directement à nos fonctionnements cérébraux. En SEO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous rationaliser tout ça, on va analyser les mots-clés, et donc c'est les intentions. Qu'est-ce que les gens recherchent dans toutes les phases du funnel, dans toutes les étapes qui amènent à la conversion ou à l'action. C'est pas les mêmes mots-clés que je sois au début d'une recherche ou à la fin d'une recherche, que si j'ai déjà été exposé à la marque ou si je n'ai jamais été exposé à la marque, mon comportement va être différent. On peut les décrire, on peut les rationaliser dans les parcours utilisateurs, rattachés à des personas, rattachés à des requêtes. Une fois que j'ai identifié l'ensemble de ces intentions, je peux m'intéresser au contenu que je vais produire. Et c'est pour ça qu'on met en place une stratégie de contenu. Et dans cette stratégie de contenu, je vais pouvoir travailler tous mes contenus.
que ce soit des contenus que je vais mettre sur mon site internet, et sur mon site internet, que ce soit des contenus qui vont être en relation avec ma page de contenu produit, ou une page éditoriale, ou une page conseil, ou une page de support, peu importe en réalité, c'est que au départ, définir la mission de son contenu, qui est en général proche de sa stratégie de société, de marketing, c'est dire pourquoi je produis de contenu et à qui je les produis. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de contenu parce qu'on se dit, faut produire du contenu parce que Google il aime le contenu. Oui, on le sait. Faut prendre des mots clés parce que les gens ils recherchent de cette manière. Donc on va produire. Oui, super. Donc et comment est-ce qu'on mesure cette génération de contenu, sachant qu'on est aujourd'hui submergé par le contenu, que on est en moyenne sur Facebook, le chiffre que j'ai en tête, explosé à plus de 1500 contenus par jour. Enfin, je veux dire, même le cerveau humain n'est pas en capacité de comprendre. Donc, on doit agir dans cette infobésité, dans cette prolifération de contenu. Donc, c'est la raison pour laquelle son contenu doit vraiment être en relation avec un objectif et pas juste un objectif de ranking. C'est aussi un objectif business, c'est aussi un objectif de conversion, et c'est pas du tout la même approche que de produire du contenu pour les moteurs de recherche, puisque Google nous dit que pour faire du référencement, il faut optimiser son site pour les moteurs de recherche. Non, c'est pour les utilisateurs. Donc, dans sa stratégie de contenu, on va retrouver aussi le storytelling, la tonalité, les formats. Les concurrents sont une source intarissable aussi d'informations, d'insights que l'on peut utiliser. Et les petites étoiles rouges, c'est là où je vais effectivement intégrer ma vision SEO, où je peux même partir de cette vision SEO pour avoir une réflexion sur ma stratégie de contenu, ma mission, mon storytelling. C'est analyser toutes les datas que je possède, c'est s'intéresser aux questions, réponses qui sont posées dans Google, c'est d'avoir les datas de sa Search Console, c'est tous les outils dédiés, et il en existe beaucoup aujourd'hui, qui nous permettent d'appréhender en fait cette notion de recherche et d'intention. Une fois que j'ai défini cette partie-là, je vais m'intéresser maintenant à la production en tant que telle. Donc voilà, il faut produire. Alors, vous avez des sociétés qui produisent du contenu, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le produire vous-même, mais c'est tellement clé aujourd'hui que Joe Pulizzi, par exemple, le fondateur du content marketing, dans son dernier ouvrage, parle de content entrepreneurs, les entrepreneurs du contenu, c'est-à-dire ceux qui ne vivent que exclusivement de la production de contenu, mais qui ont bien évidemment compris toutes ces étapes qui permettaient de produire un contenu puissant, attractif, impactant, magnétique. Donc sur la production de contenu, eh bien là, le SEO est essentiel et catégorique, puisqu'on va s'intéresser à tout ce qui est balisage, à la normalisation du contenu, à tout ce qui est en relation avec ce qui est important pour être visible. Donc les critères de AT. Donc est-ce que je suis le meilleur des experts dans mon sujet? Est-ce que sur cette page je montre la meilleure expertise? Est-ce que j'ai l'autorité? Est-ce que c'est la meilleure autorité? Est-ce que c'est fiable ce que je suis en train de donner? Quelles informations je vais ajouter qui soient les plus fiables? Donc moi je prends la notion de longueur du contenu avec des pincettes. On peut être très impactant avec un contenu très court. À partir du moment où il a rencontré mon audience et donc la cible que j'ai choisie, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas effectivement un engagement qui soit fait et donc un référencement qui soit plus efficace. Et là, enfin, on va retrouver la promotion et la distribution, une fois que j'ai produit tous ces contenus, que ce soit sur mon site ou à l'extérieur. Donc, il y a l'animation, les relais, l'influence. Et en SEO, on va parler effectivement de liens et de partenariats. Et les deux peuvent être combinés en réalité. Aujourd'hui, tous les sites médias vendent des liens, voilà, ou vendent de l'espace. Donc, on est quand même aujourd'hui, grâce au SEO et grâce à tout ce qui existe, moi, je rentrerai pas dans le débat Black Hat, Grey Hat ou autre, on a des opportunités qui nous permettent d'influencer le moteur, c'est le cas de le dire, par la génération de liens qui soient des liens de qualité et qui génèrent un engagement. Voilà, un lien cliqué, un backlink qui génère du trafic, c'est un lien qui est cliqué, c'est un lien qui a généré de l'engagement. C'est pour ça que moi je parle effectivement d'engagement. En content marketing, ce qu'on cherche absolument à faire, c'est connaître sa cible. Et tout le monde connaît le Zimote. Quand Google est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que le premier contact avec le produit, qui est à l'origine de l'intention d'achat, se faisait sur une recherche dans un moteur de recherche. Donc c'est pour ça quand
en content marketing, on est forcément imbibé de cette notion de recherche, puisqu'on va chercher à comprendre comment l'internaute recherche pour être sûr qu'il nous trouve et donc qu'on apporte la bonne réponse. Connaître sa cible, c'est aussi donner un peu plus de corps à son mot-clé. Et c'est pour ça qu'on parle de ces personas-là, ce que j'ai dit en préambule, lui donner beaucoup plus de corps, mieux connaître son prospect et ses préoccupations. On a tous été confinés ensemble lors du premier confinement. Moi, j'ai regardé un petit peu la diversité des contenus qui m'étaient proposés en tant qu'utilisatrice, qui partaient régulièrement en province avec la SNCF. Moi, la SNCF m'a pas parlé pendant tout le confinement. Je n'ai pas entendu parler de cette société qui dans laquelle j'investis beaucoup d'argent tous les ans, sous prétexte que je suis confinée chez moi. Eh bien, je pense qu'il y avait quand même des trains qui circulaient. Je pense que j'aurais adoré pouvoir voir des paysages de ma région en étant chez moi à 230 km/h. Non, zéro contenu. Je n'ai pas été du tout en contact avec cette marque. Et donc, je me dis, c'est bien dommage parce que je tape peut-être bien un billet de train Paris-Chambéry, mais en tant que personne, je suis confinée. Donc, on m'a un petit peu oublié, on m'a un petit peu zappé. Donc, un persona, c'est pas une personne figée dans le temps. Il va prendre de l'âge, il va mourir aussi. Mais en tout cas, il vit au même rythme que l'ensemble de la population et donc le comportement humain et on va dire plutôt l'inconscient collectif est forcément important à considérer sans faire de philosophie ou de psychologie. Donc, c'est parler de SNCF, c'est pas pour rien, c'est que la marque, ça doit être une valeur refuge à construire, qui doit être un repère dans tout le parcours. Et donc, mon parcours, quand il y a un confinement, j'achète pas de billets de train, mais je suis toujours cliente, je suis toujours présente. Et quand on a une marque irrésistible, c'est difficile de lui résister et donc de toujours continuer de partager et de consommer son contenu et donc de prévoir à l'avenir des achats ou autre chose et d'être toujours connecté à cet univers de marque. Et donc là, j'ai l'impression que je parle plus du tout de SEO, mais en vérité, si, puisque je suis dans la partie earned media, je suis dans la partie où je produis du contenu que je diffuse. Et donc, dans ce zéro moment, Google est allé plus loin puisqu'il a évoqué la notion du messy middle. Donc, pour trouver ces informations sur Think with Google, ils sont allés décoder la prise de décision de l'achat pour comprendre le mécanisme et le comportement. Donc, c'est un espace complexe. Donc là, vous connaissez le tunnel classique. Je découvre, super, j'aime bien cette marque. Je la trouve très intéressante, je vais la comparer. Bon, finalement, je vais acheter ce produit-là. Donc là, on a le tunnel classique. En réalité, c'est ce qui se passe à droite, c'est le feu. On part, on revient, on découvre, on retrouve, on a des avis. Il n'y a pas véritablement de linéarité. Donc le messy middle, c'est cet espace complexe entre ce qui a déclenché l'achat, enfin ce qui est le facteur déclencheur, ce fameux stimuli, et l'achat, la prise de décision. Et quand on cherche à étudier les intentions utilisateurs, eh bien on est exactement là aussi pour optimiser son contenu. On est exactement dans ce cœur-là. Et les experts de chez Google ont fait une étude depuis 2004 sur 2 mots-clés, best et cheap, meilleur et pas cher, pour voir un petit peu l'évolution au niveau mondial de ces 2 mots. Et on a constaté qu'effectivement, le pas cher, il avait tendance à stagner, voire à diminuer, au profit du meilleur. Et dans pas cher, il est évident que quel que soit l'utilisateur, quand je dis pas cher, c'est pas cher. Mais je sais pas ce que la notion de pas cher, mais en tout cas, c'est pas cher. Et quand j'utilise le terme meilleur, en revanche, j'ai des significations qui vont être totalement différentes. Meilleur par rapport à quoi? Par rapport à qui? Comment? Combien? Et donc là, on va se retrouver dans une partie éditoriale où je vais devoir effectivement entrer dans l'univers EAT pour montrer mon expertise, pour essayer d'aller on va dire tricoter, j'aime pas, coudre, je préfère, c'est plus luxe, coudre effectivement dans mon contenu toutes les parties essentielles à la compréhension de ce contenu qui va permettre à l'utilisateur d'activer l'achat ou d'activer le clic sur le lien dans Google, donc le résultat de recherche, et d'activer dans les éléments clés que sont le title et la description, les bons verbatim. Alors dans le messy middle, il y a 2 modes mentaux, c'est assez binaire et ça s'appuie sur les sciences du comportement. D'un côté, je recherche l'information, de l'autre côté, j'évalue les possibilités. Et entre les deux,
il y a mon achat. Sur un moteur de recherche, c'est pareil. Je vais rechercher une information, je vais avoir des résultats que je vais évaluer, et au milieu, j'ai mon action, c'est là où je vais cliquer. Donc bien évidemment, je vais avoir les biais cognitifs qui vont rentrer en ligne de compte. Par exemple, un biais de rareté sur une landing page. Attention, il ne reste que 2 en stock. Sur un moteur de recherche, dans l'impact que je peux avoir sur mes descriptions ou sur mon contenu, c'est sur quel biais je vais jouer. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître les petites étoiles qui nous permettaient de dire, ah bah tiens, ce produit, il a l'air super intéressant. Tout l'enrichissement des résultats de recherche pour répondre davantage à nos comportements et à ce qui se passe d'un point de vue neurologique quand on va agir. Et ça se passe à une fraction de seconde, voire milliseconde. Hein. Donc, toute action utilisateur peut être classée dans l'un des deux. Et dans la partie évaluation, eh bien effectivement, dans ce mode-là, l'utilisateur va être effectivement sur les moteurs de recherche, mais les réseaux sociaux, les agrégateurs, les sites web, Twitter, il est dans un écosystème lui-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en SEO et en content marketing, intégrer la connaissance de son audience et connaître sa cible va être essentiel. Et où est-ce qu'on peut la connaître davantage? Sur les réseaux sociaux, écouter les conversations. Pas forcément faire juste du social listening pour dire alors 80% des gens nous trouvent super, ils nous donnent une bonne note, ils adorent notre marque. On s'en fout, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils parlent. C'est essentiel puisque dans 61% des cas, ils sont là pour préparer un achat et c'est essentiel, je veux dire, pour aussi pouvoir intégrer dans sa production de contenu ou dans l'optimisation de son contenu ces verbatims et cette connaissance-là. Donc l'importance d'écouter les réseaux sociaux, pour moi, elle est clé. Les avis consommateurs, moi je m'éclate à aller sur Amazon voir les avis sur les produits quand je travaille sur de la stratégie de e-commerçant. C'est intéressant, puisque Amazon est le leader sur la vente en ligne. Autant vous dire que c'est un bonheur de laisser un commentaire sur Amazon. Moi, je le fais tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils m'ont kidnappé. C'est tellement fluide, mon processus d'achat. Mon expérience utilisateur, elle est tellement fluide que j'ai l'impression d'appuyer sur un bouton. Donc, tout est fait pour que ce soit smooth et pour qu'on puisse laisser des commentaires. Et là, on a un vivier d'informations qui est hyper intéressante d'aller analyser les avis sur Amazon. Quand on est un e-commerçant, on trouve des pépites en termes de, de mots et d'intention. Voilà, j'adore faire ce travail-là parce qu'il y a une dimension super intéressante. Après, on a Google, bien évidemment, avis plus la marque, forum plus la marque, les contenus audio. On a des outils comme le podcast monitoring de Talkwalker qui vous permet d'identifier les contenus audio les plus écoutés et surtout qui parle à ce moment-là. De quoi de vos concurrents, les preuves d'achat. Donc Twitter, c'est aussi intéressant. Donc il y a plein d'outils de veille. Il y a la possibilité aussi de scraper. Et c'est autant d'informations qui vont vous permettre de connaître votre cible et d'optimiser vos contenus, voire de les créer. La particularité avec le content marketing et même avec les SEO pour les puristes SEO qui créent des sites sur des niches, c'est d'aller identifier les niches. Une niche, c'est quoi? C'est je prends une cible, donc on va dire les personnes qui sont très éco-responsables. Dans les éco-responsables, je vais prendre ceux qui sont véganes. Dans les véganes, je vais prendre ceux qui ont un chat et qui habitent en province et qui habitent dans une maison et qui ont des toilettes sèches. Et je ne vais ne parler qu'à ces personnes-là parce que c'est les personnes que je cible, mais qui sont extrêmement passionnées. Et si je comprends leurs attentes, leurs besoins d'information et que je l'apporte en tant que marque, bien sûr que mon contenu va être le meilleur du monde et donc irrésistible. Donc vous avez des outils qui permettent d'identifier ces niches-là, Bright Edge, SEMrush, mais aussi SparkToro, donc qui est créé par Ranch Fishking, je sais plus le dire. C'est un outil qui est exceptionnel. Il a tout mixé. Il a mixé les intentions, les mots-clés qui sont tapés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en presse. Donc, il a compilé l'ensemble des touchpoints, là où se rencontrent en fait les contenus par rapport à une requête. Donc, il y a une dimension hyper intéressante c'est pas encore en français, mais ça le saura, mais ça vaut le coup de le tester dans l'univers anglophone. J'ai tapé cloud téléphonie et j'ai eu effectivement dans la base SparkToro 2941 personnes qui parlaient de ce sujet-là. Donc ça me permet d'identifier des influenceurs, mais pas que, des leaders d'opinion, des sources d'information. Je vais voir
quel contenu il y a sur ce sujet-là dans YouTube, dans la presse, dans les Audience Insights, donc là où où SparkToro va aller agréger un certain nombre de data. Et là, ça me donne un panorama. Vous avez même les podcasts. Donc c'est intéressant d'avoir ces outils-là pour effectivement, encore une fois, soit créer un contenu qui n'a jamais été créé, parce que c'est quand même intéressant de le faire, sur une niche d'audience qui n'attend que ça et qui, elle, ne trouve pas ce qu'elle recherche ou en tout cas a des difficultés à vous trouver parce que vous ne leur proposez pas cette information-là. Olivia, il va te rester quelques minutes. Ah j'arrête, c'est la fin, je suis désolée, c'est bien de m'avoir Non, mais interrompu. t'inquiète pas, vas-y, n'hésite pas, tu as encore quelques minutes. Hein. Vas-y. Donc sur Prends ton temps. cette partie d'identification de niche, et bien effectivement nous en SEO on va ramener beaucoup de pragmatisme. Hein. Si on doit créer des contenus qui répondent véritablement aux intentions, et c'est pas les mêmes en fonction des étapes. Ces étapes-là, elles sont même pas dans un entonnoir, elles sont diverses et variées. Je peux comparer des marques entre elles. Alors un exemple, hein, qu'est-ce que la myopie? Ok, comment je la corrige? J'ai su ce que c'était. Ah donc je peux utiliser des lentilles. Ok, alors c'est quoi la meilleure marque de lentilles? Ok, c'est AcuVue un jour, j'achète. Donc ça, c'est un parcours très linéaire, mais en réalité, tout se passe dans cet espace spatio-temporel. Alors les plus gros volumes de recherche, on le sait, c'est toujours des recherches liées quand même, et on a du mal à le croire quand on est dans le SEO, à tout ce qui est découverte, donc c'est des gros mots-clés. Alors un gros mot-clé aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas juste un mot, ça peut être 3 mots en réalité. Fleur en 2001, c'était un mot short tail. Aujourd'hui, fleur rose, pas cher, ça peut être un mot-clé short tail aussi. Hein. Donc la long tail, elle est beaucoup plus longue. Et on l'avait déjà constaté à l'époque en fonction du langage. En Angleterre, dans les recherches anglophones qu'on a pu observer, c'est beaucoup de phrases, depuis toujours. En France, on a mis du temps à aller chercher, à taper des phrases entières dans Google. C'est un peu normal. On n'a pas la même langue, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Google va vers le fait de donner ces réponses-là. Alors, on a aussi moins de recherche universelle sur les intentions commerciales, donc ça c'est forcément important. Et pour connaître les typologies de recherche ou pour connaître les mots-clés ou pour croiser les datas, vous avez tout un ensemble d'outils qui vous permettent de le faire. Les concurrents, c'est aussi intéressant de s'y intéresser. C'est le cas de le dire. Pourquoi vous écrivez? Toujours vous poser la question de pourquoi vous écrivez. Ça, c'est clé. C'est bien d'avoir les mots-clés, mais pourquoi j'écris sur ce mot-clé? Dans quel but? Pour quelle intention? À quel endroit je vais poser ce contenu-là? Pour qui? C'est pas que pour Google en réalité. Parce qu'on l'a vu, c'est un messie modèle. C'est tous les touchpoints possibles et inimaginables, même si notre focus est sur le moteur de recherche. Donc moi, ce que je fais très régulièrement, et vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de le faire, c'est d'analyser l'anatomie des résultats de Google. Google, c'est mon meilleur fournisseur de contenu au monde, d'informations et d'insights, puisque en tapant un mot-clé, vous avez l'anatomie, vous avez une idée de ce qui se passe en termes de résultats, d'intention, pardon. Et dans les People also ask, donc les questions-réponses, donc maintenant elles ont été limitées à 2. Vous avez aussi la possibilité de voir si sur une requête, les questions qui sont posées, de quelle nature sont-elles pour identifier l'intention qui en découle. Donc moi, j'adore faire ce type de recherche sur tout un ensemble de pools de mots-clés pour voir effectivement comment est-ce que je vais me situer sur la nature des résultats, des contenus que je vais proposer. Je vais peut-être pas proposer de la vidéo à un moment donné, ou au contraire, c'est la vidéo que je vais privilégier, même si je sais que c'est pas les résultats naturels qui vont me générer mon trafic, c'est peut-être YouTube qui va me générer plus de conversions. Donc, moi, je suis assez 360 sur le sujet-là. Une page de résultats naturels, c'est effectivement là où on veut tous ranker, mais vous avez vu qu'elle réduit quand même beaucoup. Donc, il y a des opportunités à prendre sur la diversité des contenus en fonction de l'intention de la recherche. Donc, sur l'intention de la recherche, je vous partagerai ce fichier pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir sur des outils pour récupérer toutes les questions qui sont posées. Donc, moi, j'aime bien travailler sur Excel. Donc, toutes les questions qui sont posées, les réponses, les sites qui apportent ces réponses-là. Ça me permet de générer des partenariats avec ces sites-là, d'aller même pouvoir créer des actions ensemble. Et ça vous permet d'avoir vraiment toutes les questions qui sont posées
sur un mot-clé, des intentions et de découvrir parfois des concurrents et parfois aussi des pépites. On le répétera jamais assez, si on optimise ou on crée des contenus en content marketing, ils doivent être optimisés. Donc la balise title, elle reste clé, explicite, travailler son message, c'est pour ça qu'on parle de mission de contenu au départ, unique sur chaque page. Ce que j'ai pu constater également, c'est que cette balise title, même si c'est la plus importante, si elle est complètement déconnectée et décorrélée de l'ensemble de son propre écosystème, donc le contenu, ce qu'il y a dans la page en termes de variété de contenu, est-ce qu'il y a des images, de call to action, de maillage interne, elle perdra en pouvoir et en potentiel. En tout cas, ça reste toujours le critère numéro 1. Les contenus eux-mêmes, alors je cite certains partenaires qui sont présents ou pas, mais qui peuvent vous aider aussi pour cette production de contenu, d'optimisation de contenu. C'est soit les créer, soit les optimiser, l'existant, les deux. Vous avez Utex Guru par exemple, vous avez SEMJ, vous avez la méthode de cocon sémantique pour partir from scratch sur c'est quoi le contenu que je vais créer, pour qui je vais le créer et comment est-ce qu'il va ranker. Donc il y a toujours une structure éditoriale, il y a la pyramide inversée, il y a cette notion effectivement de cocon sémantique, il y a ce langage borné, pas plus de cet élément sur une page, on est saturé, on doit aller vite, on doit aller à l'essentiel et un contenu, c'est aussi une ergonomie. Il doit avoir une ergonomie. Les phrases, la façon dont on écrit. Donc, moi, je lis pas tous les contenus, mais j'arrive à force, effectivement, à repérer immédiatement si un contenu a eu un vernis SEO ou pas. Donc, j'imagine que si j'arrive à le faire, Google peut avoir aussi beaucoup de possibilités de le faire. Le AT, on en parle beaucoup aujourd'hui, en tout cas de plus en plus avec le Core Update. La pertinence des contenus, donc à quoi répond ce contenu, à qui, et sa normalisation, donc tout ce qui est lié, on va dire, à la technique de contenu, enfin, à la dimension technique du contenu, à la dimension technique de la sémantique. Vous avez Utex Guru, Babar, qui vous donne ces informations-là. Et si je devais aujourd'hui redéfinir un paradigme en SEO, je dirais qu'il y a une audience, qu'il y a une technique, qu'il y a des touchpoints et qu'il y a un engagement. Donc c'est pas du tout le vocabulaire SEO, mais c'est un vocabulaire qu'on va retrouver sur toute activation digitale. Et je pense que c'est un levier qui mérite aussi d'être à sa place et de reprendre sa place. Donc à qui je m'adresse, mon contenu est-il éligible, comment convertissent mes utilisateurs, qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils convertissent plus, et où est-ce que mon audience est et avec qui je vais pouvoir créer des partenariats et générer des liens pour attirer cette audience. Ce nouveau contenu, ce nouveau paradigme de SEO s'inscrit parfaitement dans ce paradigme du content marketing qui est d'avoir un contenu qui soit user-centric, qui permet la découverte du contenu et qui puisse être facilement et distribué, monétisé et partageable. 2 exemples rapides de contenu que j'adore en content marketing. Je vais citer que celui de gauche. Ils avaient utilisé les questions-réponses de Google et ils ont créé des vidéos sur chaque réponse. Et ils ont ainsi pu à la fois apparaître en recherche universelle sur leurs vidéos et par la suite sur l'ensemble des questions qui ont été posées pour la cause du syndrome Down, donc je sais plus comment il s'appelle en anglais, pardonnez-moi. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de pouvoir mixer à la fois le support, à la fois le contenu et à la fois le message. Alors, en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de distribution de contenu. Moi, je suis pour un reconfinement du contenu, puisque je pense que les plateformes, les réseaux nous volent nos contenus. Donc, c'est préférable d'avoir son contenu chez soi, à la maison. D'ailleurs, la dernière étude HubSpot le dit, un contenu qui est chez soi, eh bien, il est plus susceptible de générer du roi, même si c'est intéressant d'avoir des citations ailleurs. L'avoir chez soi, c'est avoir une maîtrise totale de ce dernier et de l'optimiser en permanence. Pour finir, c'est la vérité tout ce que je vous dis. Oui, pourquoi? Parce que un contenu, c'est du trust, c'est de la pertinence, c'est de l'UX et ça doit générer de l'engagement. Merci. Merci à toi. Je pense que j'ai dépassé. De pas beaucoup, ne t'inquiète pas. On a prévu un petit temps quand même, ne t'inquiète pas, entre les conférences. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment très bien. Très clair aussi. Intéressant. Très clair, j'étais captivé. Voilà. Et puis, on a 350 personnes qui sont captivées aussi actuellement. Donc, c'est super.
Ouais, t'as eu quoi, les gens sont en train de te remercier, Lydia. J'en profite aussi pour te remercier, c'était super intéressant. On a eu quelques questions. Alors, je sais pas, Jackie, tu penses on peut en Oui, on aborder peut une ou en deux? poser quelques-unes, bien sûr. Oui, Ouais. on a le temps, hein. C'est pas grave, on prendra peut-être quelques minutes de retard avec Pascal. Il est On là déjà. pourra refaire un podcast parce qu'il y a tellement de choses. Alors, c'est vrai que j'ai Oui, ce quand tu défaut de veux. vouloir en donner un maximum parce que je me dis que moi, j'adorerais Il y a avoir un tellement de maximum de choses à dire contenu. Voilà. aussi, donc forcément. Et puis c'est tellement pertinent. Donc ok, donc commençons un petit peu. On a, merci beaucoup déjà. On a beaucoup de questions. Alors si tu veux, tu as les commentaires en haut à droite, tu as comment. Si tu veux voir un peu ce qui se dit ou ce qui Ok. s'est dit, voilà. Mm. Moi j'ai Alors noté moi, deux, trois questions. Vas-y, vas-y. ouais, moi j'avais noté deux, trois questions. Il y a Paul Thomas qui dit comment expliquer que sur la courte traîne, on retrouve toujours le portail page jaune Solocal parmi les premiers liens. Mais pourquoi ils sont bons comme ça chez Solocal? Non, j'ai pas de réponse. Parmi les premiers liens, sur quelle requête? Bon, sur un peu toutes les requêtes locales, je pense. En fait, Solocal, alors c'est marrant, je le vois pas moi du tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un historique de la personne sur ce sujet-là? Est-ce qu'il n'y a pas un historique tu parlais tout à l'heure un petit peu de moteur de réponse et Ah je oui. pense que la question elle est plus dans ce sens-là. C'est vrai qu'en fait aujourd'hui on retrouve souvent les sites un petit peu sur de la recherche locale. En fait, ils travaillent énormément là-dessus. Ils ont pas mal bossé. En plus, moi je les regarde un petit peu de loin, mais Mhm. ils ont pas mal bossé. Je sais qu'en plus ils ont des grosses équipes en interne. Je sais qu'ils bossent beaucoup, notamment sur tout ce qui est micro-format. Et donc, Mais forcément, moi, je vois déjà une des premières choses, c'est les pages jaunes. C'est le premier annuaire en France. c'est Donc, ça. on peut l'expliquer déjà comme ça. C'est-à-dire, c'est le premier annuaire avant Google My Business. Ouais, Donc, c'est le plus riche en France. c'est clair. En Allemagne, ils ont leur propre bottin. Nous, c'est notre bottin. Donc, ça a été le premier dans Google. Donc, il a déjà cette pertinence de fait. De fait. Ensuite, il y a bien évidemment, de fait aussi parce que c'était le premier annuaire à avoir toutes les données des entreprises avant qu'une entreprise ait son site internet. C'est Page Jaune qui vendait le site web aux PME, TPE au tout départ. Donc, il a cet historique-là. Et Google a une mémoire phénoménale. Donc, venir demain détrôner un page jaune ou un Solocal en SERP, ça peut être compliqué. Ouais, Et c'est clair. c'est pour ça que Google, il a son Google My Business. Donc, moi, je pense qu'il y a cette première explication qui est pour moi essentielle. Et en plus, tellement essentielle que elle est légitime. Moi, je pourrais pas dire que Page Jaune n'a pas cette légitimité-là avec cette antériorité-là. Et puis, forcément, la qualité, effectivement, de l'optimisation et les grosses équipes qui sont derrière Ouais. sur le sujet-là. Alors Alors, j'ai une sur autre les question. sujets, Vas-y, alors juste un instant, pardon, sur le Jackie. sujet local, on aura justement Pascal qui arrive juste après et je crois qu'il aura des choses à dire. Oui, voilà, je pense. C'est pour ça que je voulais. Mais effectivement, faut pas hésiter à rester, Paul, donc n'hésite pas à rester et puis C'est pour n'hésitez ça pas que à je posais rester cette question parce expliquer que tout ça. elle va dans la continuité de la prochaine C'est conférence. parfait, ouais, Alors, ouais. il y en a une qui est intéressante, mais je pense que tu vas avoir du mal parce que il y a beaucoup à mon avis, il faudrait que tu refasses une conf sur le sujet. Il y a Yanis qui nous dit comment sortir de la traversée du désert où l'on n'a que quelques vues, like, partage, commentaires et que ça ne décolle pas alors que le contenu est pertinent. Alors, j'entends déjà like, partage, commentaire. Donc, je me dis, est-ce qu'on est sur Google, on est sur un site internet ou sur un réseau social? Là, j'arrive déjà pas à déterminer si on est sur un site internet ou autre. Là, j'avoue, je sais pas. Mais comment sortir de la traversée du désert? Alors, s'il y a une traversée du désert, c'est qu'il y a personne en face. Et s'il y a personne en face, c'est est-ce que le contenu est en adéquation avec ce qu'on cherche, avec les personnes que l'on souhaite toucher, en fait? Il y a cette notion-là. Euh, et je tiens à préciser quand même que ça prend du temps. Hein, ceux qui produisent de contenu, un Ranch Fiskin, il a commencé en 2007. Il a commencé à produire une vidéo une fois par semaine en live sur YouTube tous les vendredis pour vulgariser le SEO. Il a gagné de l'argent 5 ans après. Il est multimillionnaire aujourd'hui. Il a revendu Moz. Donc je dirais que la patience, s'armer de patience. Le contenu que vous créez aujourd'hui, dans 5 ans, c'est le contenu qui va vous enrichir. Donc effectivement, les entreprises, elles n'ont pas le temps d'attendre 5 ans. C'est pour ça que ces leviers payants sont essentiels. Mais il y a des accélérateurs et des boosters. Donc je dirais qu'il faut persévérer.
Si on est certain que ce que l'on propose est bon, il faut persévérer. Qui aujourd'hui aurait cru qu'on s'intéresserait autant au contenu éco-responsable et à toutes les sociétés qui nous produisent des contenus sur l'éco-responsabilité? Moi, je me suis amusée à aller voir qui faisait ça dans les pages 100, 200 de Google. Hein. Ah, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Hein. Mais je me dis, tiens, c'est dommage. Ils auraient tout intérêt à relancer la machine. Ouais, carrément. Et enfin, on a beaucoup de questions, excuse-moi Jackie, on a beaucoup de questions sur les différents outils qui te permettent un peu d'identifier les différentes recherches, les différents... notamment le contenu audio les plus consultés. Ouais. Oui, alors je l'ai mis dans la presse. J'ai pas le nom là, c'est Media Tracker, mais de toute façon la presse elle sera partagée. J'ai mis toutes les sources dans ma présentation. Toute ma présentation est sourcée. Toutes les captures d'écran que j'ai pu avoir sont c'est la propriété des auteurs respectifs. C'est important, je précise tout ça dans ma présentation. Donc il y aura tout. Il y aura le fichier Excel aussi qui vous permettra d'extraire toutes les questions de la SERP. Merci beaucoup Lydia. Merci à vous. Un plaisir. Merci, et puis Lydia. pour toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse, on essaiera de les reposer lors d'un podcast si tu veux bien participer, Lydia. Et puis on reviendra vers toi. Avec plaisir. Merci Bonne beaucoup, continuation merci à tous. beaucoup. Merci.